Alors, la question qui m'est posée, c'est de savoir si la Ve République est l'héritière des Troisième et Quatrième République. Et la réponse qu'on peut donner avec certitude, c'est à la fois oui et non. La Ve République hérite en effet en 1958 d'une tradition républicaine née autour des années 1880-1900 et qui a derrière elle, au moment où le général de Gaulle fonde la Ve République, 3/4 de siècle d'existence. C'est-à-dire qu'elle a profondément imprégné les esprits, les pratiques politiques des générations françaises qui arrivent à l'âge d'homme au début de ces années 50 et qui la considèrent comme la traduction la plus adéquate de l'héritage auquel tient largement la France et qui sont l'héritage des valeurs de la Révolution française. Et en particulier de deux articles, les deux premiers, mais l'article 2 et l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 3 porte au fond sur le principe de la souveraineté. Je cite: « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Autrement dit, la souveraineté nationale comme fondement même de l'idée républicaine. Mais pas seulement, parce que ça concerne au fond le problème des institutions fondamentalement, mais surtout l'article 2 qui donne comme objectif à ces institutions, je cite, « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Alors au fond, on a là la définition la plus générale, celle qui convient assez largement à toutes les républiques françaises au XIXe puis au XXe siècle, de ce qu'est une république. Alors, il faut bien voir que ces principes républicains fondamentaux, souveraineté nationale et défense des libertés, ne sont affirmés dans aucun texte constitutionnel de la Troisième République. Je rappelle que la Troisième République ne possède pas de constitution, mais uniquement 3 lois qui décrivent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports qu'ils entretiennent, une loi sur le Sénat, une loi sur les rapports des pouvoirs publics entre eux, mais aucune définition des principes fondamentaux que je viens d'évoquer, pas plus d'ailleurs que des libertés fondamentales. En revanche, ces principes-là vont être largement revendiqués par ce que l'on peut appeler la tradition républicaine sous la Troisième République et qui n'a pas grand-chose à voir avec la Constitution. Alors, ces principes fondamentaux reposent sur une question que n'a pas totalement tranché la Constitution de la Troisième République, les 3 lois constitutionnelles, à savoir qui détient en France le pouvoir de dire la loi, le pouvoir de gouverner, le pouvoir fondamental. Est-ce que c'est le président de la République, tel qu'il a été défini par les lois constitutionnelles de 1875, c'est-à-dire à l'époque le maréchal de MacMahon,
qui est le chef du gouvernement en même temps que le chef de l'État. Ou est-ce que ce sont les assemblées créées par les lois constitutionnelles, une chambre des députés élus au suffrage universel, un Sénat élu au suffrage restreint par l'essentiel, par les conseillers municipaux, les représentants des conseils municipaux. Alors on sait, je n'insiste pas, tout le monde le sait, que ce conflit a été tranché par la crise du 16 mai 1877, crise à l'issue de laquelle le président de la République reconnaît que le système politique de la France est un système parlementaire et que par conséquent le président de la République est uniquement le chef du gouvernement. La tradition républicaine est donc parlementaire, mais elle va être complétée par ce qui se passe en 1879, puisque la démission du maréchal de MacMahon amène au pouvoir le vieux républicain Jules Grévy, et que celui-ci, en prenant ses fonctions de président de la République, déclare qu'il n'entrera jamais en conflit avec les représentants de la nation qui se réunissent dans la majorité parlementaire. Et par conséquent, cet apport, ce que l'on a appelé, avec bien sûr des guillemets, la Constitution Grévy, implique que la prééminence au sein du pouvoir exécutif appartient à l'Assemblée des représentants de la nation. Alors, c'est à partir de cette idée fondamentale, on est en République, certes, la souveraineté nationale est instaurée, les libertés fondamentales doivent être préservées, mais dans le fonctionnement du système républicain, le Parlement, représentant la souveraineté nationale, est prépondérant, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et de fait, le chef de l'État, bien qu'il demeure en théorie le chef du pouvoir exécutif, perd l'essentiel de son pouvoir en renonçant au droit de dissoudre la Chambre des députés après avis favorable du Sénat. À partir de là, le Parlement acquiert la prééminence dans les institutions, au pouvoir que lui attribuent les lois constitutionnelles, pouvoir de faire la loi, pouvoir de voter le budget, pouvoir de contrôler l'action du gouvernement. Il va ajouter en fait le droit non inscrit dans la Constitution, mais instauré par la pratique, de faire et de défaire à son gré les gouvernements. Et donc, à partir de là, le système politique de la Troisième République, c'est la prépondérance absolue du Parlement et l'effacement du président de la République, à telle enseigne que l'on voit émerger progressivement, dès les années 1870, un personnage qui ne figure dans aucune des trois lois constitutionnelles et que l'on va appeler le président du Conseil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce président du Conseil qui surgit dans la pratique, qui n'existe pas dans la théorie républicaine? Eh bien, c'est le personnage qui, au sein du ministère, va, en quelque sorte, remplacer le président de la République et être responsable devant les deux chambres de la politique du gouvernement. Et par conséquent, ce qu'on a appelé la Constitution de la Troisième République, c'est quelque chose qui a été fondé par la pratique beaucoup plus que par les lois constitutionnelles qui organisent les pouvoirs publics.
Alors on est là en face du premier bloc de la tradition républicaine qui est instaurée en France dès le début des années 1880. Et puis, il va s'ajouter à cela un autre épisode, alors sur lequel je vais être très bref, puisque Vincent Duclerc nous en a éloquemment parlé ce matin, qui est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, ce traumatisme profond dont Vincent Duclerc a montré les différentes facettes ce matin, va en fait donner à la pratique républicaine la culture politique fondamentale qui est la sienne. Et à partir de l'affaire Dreyfus, on voit naître une culture républicaine qui ne repose pas seulement sur le fonctionnement, sur la prépondérance du Parlement, mais qui repose sur une série de valeurs politiques. Cette série de valeurs politiques, c'est le fait que la liberté et les droits de l'individu sont premiers dans la République française par rapport à la raison d'État. Autrement dit, la conclusion qui a été tirée de l'affaire Dreyfus, telle que Vincent Duclerc nous l'a décrite ce matin. Et puis, en même temps, et derrière tout cela, une méfiance très profonde au nom de la liberté et des droits de l'individu, ce qu'on a défendu à l'époque de Dreyfus, une méfiance très profonde envers les pouvoirs établis, envers le gouvernement et l'administration, qui sont toujours portés à tenter d'étendre leurs prérogatives, d'abuser de leur pouvoir face à la liberté du citoyen. Méfiance en face des grands corps constitués, l'armée, qui a été très largement discréditée par son rôle dans l'affaire Dreyfus et l'accusation mensongère lancée contre Dreyfus. Méfiance également envers la justice, qui apparaît comme liée aux puissants et une menace pour la liberté du citoyen. Autrement dit, toute une culture politique qui aboutit à la méfiance envers le pouvoir d'État et envers les pouvoirs établis qui représentent cet État. À la limite, ça va aboutir à une idée qui va faire florès au début du XXe siècle et jusque dans les années 1920, et qui a été extrêmement bien résumée par le philosophe Alain, qui écrit en 1920 un ouvrage qui s'appelle « Le citoyen contre les pouvoirs » et qui explique que la liberté du citoyen est d'autant plus préservée que le pouvoir gouvernemental doit savoir qu'il peut être à tout moment renvoyé par la représentation nationale qui représente le peuple souverain. Autrement dit, ce qu'on a considéré, ce qu'on considère de nos jours comme un dysfonctionnement du système de la Troisième République, apparaît à l'époque comme une garantie pour la liberté du citoyen. Donc, non seulement le gouvernement est dans la main de l'Assemblée, mais la culture politique de l'époque juge légitime qu'il soit en quelque sorte faible et à la disposition des députés qui peuvent le renvoyer à tout moment et qui en général ne s'en privent pas. Alors, il est clair que ce système a été très critiqué. Les juristes, les hommes politiques ont critiqué cette pratique qui rend le gouvernement faible, qui engendre l'instabilité ministérielle. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, la dictature de Vichy sert de repoussoir au modèle d'un État fort, et la Quatrième République va en gros reconstituer les principes et la culture politique
de la Troisième République que je viens d'évoquer à très grands traits. Alors, la Quatrième République, à la différence de la Troisième, même si les principes, en gros, sont les mêmes, a, elle, une constitution. Et la constitution de la Quatrième République s'ouvre dans son préambule par le rappel solennel des principes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les principes républicains que j'évoquais tout à l'heure, et dans son article 3, cette Constitution réaffirme que la souveraineté nationale appartient au peuple français et précise qu'il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale. La Quatrième République inscrit ainsi dans son texte constitutionnel la prééminence du Parlement dans le système institutionnel. Or, le maintien de ce principe de la prépondérance du Parlement dans les institutions est très vivement critiqué par le général de Gaulle, avec l'immense prestige qui est celui du général après la libération de la France, et de Gaulle préférera quitter le pouvoir en janvier 1946 plutôt que de se résigner à voir le gouvernement placé à la remorque de l'Assemblée. Et en juin 1946, dans son discours de Bayeux, dont on vous reparlera tout à l'heure, il propose un autre système institutionnel fondé sur l'idée d'un président de la République, chef de l'exécutif, guide de la nation, et lorsque l'Assemblée constituante, à l'automne 1946, adoptera la Constitution de la Quatrième République, il la condamnera dans son discours d'Épinal en jugeant qu'elle ne peut conduire la France qu'au désastre. Pour autant, la Constitution de la Cinquième République proclamera dans son préambule la fidélité du peuple français au principe de la Déclaration des droits de 1789, complété par le préambule de la Constitution de 1946, et ce préambule est d'une extrême importance. Nous sommes toujours sous la Constitution de la Cinquième République. Le préambule est toujours valable parce que le préambule de la Constitution de 1946, que reprend la Constitution de 1958, proclame toute une série de droits sociaux fondamentaux, parmi lesquels il y a par exemple le droit d'asile pour les étrangers, le droit au travail, l'égalité des hommes et des femmes, etc. Ça n'est pas la Constitution universelle des droits de l'homme qui, elle, ne viendra qu'en 1948, mais c'est le même esprit, et par conséquent, la lecture de du préambule de la Constitution de 1946 est tout à fait intéressant, surtout à l'époque où le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a jugé de la constitutionnalité des lois, considère que cette constitutionnalité ne repose pas seulement sur les articles de la Constitution, mais également sur le préambule de la Constitution. Alors, je vous conseille cette lecture, je n'ai pas le temps de la faire ici, elle est intéressante à beaucoup d'égards. Et par conséquent, il est remarquable également, toujours dans le cadre du oui à l'héritage, que l'article 3 de la Constitution de 1958 réaffirme, je cite, que la souveraineté nationale appartient au peuple français et qu'il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel. Les termes sont strictement identiques à ceux de la Constitution de 1946. Autrement dit, par les grands principes proclamés, la Cinquième République s'inscrit bien dans l'héritage des Troisième et Quatrième Républiques. Toutefois, si on passe des principes à leur application concrète,
dans le système institutionnel de la Ve République, c'est de rupture et non pas de continuité qu'il faut parler. On constate en effet que la Constitution de la Ve République procède à un renversement de la hiérarchie des pouvoirs par rapport à la Troisième et à la Quatrième République. Alors, je rappelle en un mot, parce que ça a tout de même une certaine importance, que la rédaction de la Constitution de 1958 a été confiée non pas à une assemblée constituante, comme en 1946 pour la Quatrième République, mais au gouvernement de la République, présidé par le général de Gaulle, avec cette nuance importante, parce qu'on fait quelquefois le rapprochement entre 1940 et le vote de l'Assemblée nationale qui instaure le gouvernement de Vichy, et puis le vote de l'Assemblée nationale de 1958 qui confie au général de Gaulle le soin de faire une nouvelle constitution. Alors il faut indiquer que tout de même, à la différence de 1940, le processus constitutionnel en 1958 est encadré par la loi du 3 juin 1958, votée par l'Assemblée nationale et qui résulte d'un accord entre les chefs des grands partis représentés à l'Assemblée et le général de Gaulle, et que les 3 premiers articles sur les 5 disposent que le suffrage universel demeure la source du pouvoir, que les pouvoirs exécutifs et législatifs doivent être séparés, ça c'est une exigence du général de Gaulle, qui entend que le gouvernement ne soit pas dans la main du Parlement, comme sous les 2 républiques précédentes, mais que, et ça ce sont les chefs de parti qui l'ont demandé, que le gouvernement reste responsable devant le Parlement, autrement dit, que la République est tout de même parlementaire. Alors, entre la séparation des pouvoirs, qui implique, dans l'esprit du général de Gaulle, que le gouvernement doit pouvoir gouverner sans être à tout moment sous la menace d'une censure par l'Assemblée, et le système parlementaire maintenu, il y a quelque chose qui sonne comme une contradiction et qui a fait considérer par les juristes de 1958 qu'en fait cette constitution juxtaposait 2 systèmes politiques qui n'étaient pas parfaitement cohérents, un système de type présidentiel et un système de type parlementaire. Et la question que posent les juristes, c'est qui va l'emporter, laquelle des 2 lectures de la Constitution va finalement l'emporter. Alors, la rédaction de la Constitution de 1958 donne déjà une indication précise sur la nouvelle hiérarchie du pouvoir. Dans la Constitution de la Quatrième République, le Parlement apparaissait au titre 2. Le titre 2 dans la Constitution, c'est toujours le titre qui définit le pouvoir politique fondamental. Le titre 1, c'est de la souveraineté. Le titre 2, dans la Constitution de la Quatrième République, décrivait le Parlement et son action. Autrement dit, par le Parlement comme source du pouvoir. Celle de la Ve République renvoie le Parlement au titre 4, donc beaucoup plus loin dans l'énoncé. Dans la Constitution de la Quatrième République, le président de la République, qui avait un rôle assez largement honorifique, figurait au titre 5. Dans la Constitution de la Ve République, comme on pouvait s'y attendre, le président trône au titre 2. Il est clair que la hiérarchie des pouvoirs a été inversée. Ce n'est plus le Parlement
qui est l'organe essentiel de la Constitution, c'est le président. Pour autant, quand on regarde l'énoncé des pouvoirs du président de la République, il ne diffère pas sensiblement de ce qu'était l'énoncé des pouvoirs des présidents des 3e et 4e Républiques. On retrouve exactement les mêmes rubriques. Il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités, il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les ministres, il préside le Conseil des ministres, il promulgue les lois. Quand on regarde cet énoncé, on trouve à peu près la même chose dans la loi constitutionnelle de la Troisième République et dans la Constitution de la Quatrième. Alors la véritable nouveauté, elle ne tient pas à l'énoncé de ses pouvoirs. Elle tient d'une part à son mode de désignation qui déborde largement le monde parlementaire. Sous la Troisième et sous la Quatrième, c'était les deux chambres réunies en Assemblée nationale qui élisaient le président, ou en Congrès qui élisait le président. En 1958, ce sont 80 000 notables qui donc débordent très largement les 700 ou 800 parlementaires qui existent à ce moment-là. Et en 1962, le président sera élu au suffrage universel. Donc, premier mode de désignation, les grands notables de la nation en 58, la nation tout entière en 62. Or, le suffrage universel est la source de l'autorité dans le système républicain. Et puis, il y a 3 dispositions qui sont au fond les éléments majeurs de son pouvoir. Le droit de soumettre à référendum tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics. Le référendum n'existe pas sous la Troisième République, il n'existe sous la Quatrième que pour l'adoption de la Constitution et du fait du général de Gaulle. Désormais, le référendum peut être à tout moment invoqué par le président qui s'adresse au peuple concernant l'organisation des pouvoirs publics, dont lesquels échappent assez largement au Parlement. Deuxième arme, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, article 12, et il n'y a pas d'avis favorable nécessaire. Il est simplement dit qu'il doit consulter les présidents des 2 chambres, mais il n'est dit nulle part qu'il doit tenir compte de leur avis. Il doit les consulter. Et il dissout quand il veut. Et puis enfin, la possibilité de disposer, c'est l'article 16, de pouvoirs exceptionnels au cas où les institutions de la République, l'intégrité du territoire ou l'indépendance de la nation seraient menacées. En revanche, alors que son mode de désignation et ces 3 articles donnent au président des pouvoirs considérables, les prérogatives du Parlement sont très strictement encadrées et je n'y insiste pas. Alors, je terminerai, si vous voulez, en posant la question, comment expliquer ce renversement de la hiérarchie des pouvoirs? Alors, il y a au fond 2 types d'explications. Le premier tient à la conjoncture des années 1950 et en particulier 1958. Les critiques, en effet, sur l'inadéquation des institutions à dominante parlementaire se sont multipliées en France dès la fin du XIXe siècle. Dans les années 1890, Charles Benoît plaide pour le renforcement de l'exécutif, le retour à la lettre de la loi constitutionnelle de 1875 qui a été débordée par la pratique. Et puis, André Tardieu, par exemple, à la fin des années 30,
insiste sur le fait qu'il faut renforcer les pouvoirs de l'exécutif, et l'explication en particulier évidente à la fin de la Troisième République, c'est que la lourdeur des procédures parlementaires convient très mal aux problèmes posés au pays, problèmes qui exigeraient des réactions rapides et efficaces. Alors, je ne veux pas vous décrire par le menu le cheminement d'une loi sous la Troisième République, mais en gros, si vous voulez, ça suppose le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement ou d'une proposition par un parlementaire, l'examen en commission par la Chambre des députés, les amendements éventuels, le débat en séance plénière de la Chambre des députés, et si la loi est adoptée au terme de ce circuit, on recommence la même chose avec le Sénat. Le projet est déposé sur le bureau du Sénat, il passe en commission, il est débattu en commission, il est examiné en séance plénière, et la loi ne devient loi que si les deux assemblées l'adoptent dans les mêmes termes. Or, il est très rare que les deux assemblées soient d'accord, d'où une série de navettes, etc. C'est extrêmement lourd. Nous sommes dans les années de l'entre-deux-guerres, où le pays est affronté à un certain nombre de problèmes extrêmement graves, et la lourdeur des procédures parlementaires exaspère les gouvernants. Donc, l'évidence, c'est que la préservation de la liberté du citoyen contre les pouvoirs politiques, que je vous ai décrite tout à l'heure, apparaît désormais comme un obstacle à l'efficacité de l'action politique. Et en même temps, l'attachement d'une grande partie de la population à cette tradition républicaine de prépondérance du Parlement interdit toute réforme de l'État dans le sens du renforcement du pouvoir exécutif. Il faudra donc la gravité de la crise algérienne de 1958, l'émeute d'Alger, qui révèle l'impuissance politique de la 4e République d'une part, l'immense prestige du général de Gaulle, dû à son rôle pendant la guerre, d'autre part, pour voir naître une 5e République à exécutif fort, impensable jusqu'alors. On considérait qu'il n'était pas possible que dans une république, il existe un pouvoir fort. Alors, deuxième question, et je terminerai là-dessus, pourquoi le général de Gaulle a-t-il été l'artisan de cette mutation? Il faut d'abord rappeler que par son milieu familial, monarchiste et catholique, son appartenance à une société militaire qui sert la République mais qui n'adhère pas à ses valeurs, Charles de Gaulle est étranger à la culture républicaine que je décrivais tout à l'heure, celle de la 3e et de la 4e République. De surcroît, à la différence des républicains de la 3e et de la 4e République, qui considéraient qu'une constitution doit traduire des principes éternels, gravés en quelque sorte dans le marbre, de Gaulle professe un relativisme institutionnel en considérant qu'une constitution traduit dans le système politique les aspirations d'un peuple à un moment de son histoire. À la fin de son célèbre discours de Bayeux, il disait, ou à peu près, lorsque l'on demandait au sage Solon, dans la Grèce antique, quelle est la meilleure constitution, il répondait « Dites-moi pour quel peuple et à quel moment ». Autrement dit, une constitution est relative aux aspirations d'un peuple à un moment donné de l'histoire. Alors lui-même juge que pour le peuple français, en 1958, ce système doit être la République, mais sans le contenu culturel qui était celui de la République depuis le XIXe siècle. Pour lui, la République, c'est la res publica, autrement dit, l'État.
qu'il s'agit de renforcer pour éviter que se produise la liquéfaction du pouvoir tel qu'il a pu la constater en 1940. Et pour lui, le modèle du renforcement de l'État lui paraît être un système calqué, au fond, sur la chaîne de commandement militaire qu'il connaît bien, avec un commandant en chef qui décide de la stratégie, le chef de l'État, un chef d'état-major chargé de coordonner la mise en œuvre, le Premier ministre, et des généraux à qui incombe l'exécution des opérations, chacun dans son secteur, les ministres. Alors il est clair que sur ce second point, la Ve République n'est pas l'héritière des Troisième et Quatrième Républiques. Je vous remercie.